Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo hebdomadaire, vidéo qui est donc dédiée aux matières premières et aux fondamentaux. Alors aujourd'hui, nous allons comme d'habitude aborder le pétrole, bien entendu. Nous allons enchaîner sur le gold, l'or, afin de compléter la présentation, le point hebdomadaire de lundi. Nous avons très largement abordé le gold et le bitcoin. Nous allons par la suite parler de deux matières premières qui se rejoignent quelque peu. Le sucre et le maïs, deux matières premières agricoles pour terminer cette présentation. Alors nous pouvons donc débuter par l'or noir, le pétrole. On va se focaliser sur le pétrole WTI car on va essayer de voir le marché des options. On va terminer par le marché des options et ce sera principalement sur le pétrole WTI. Donc tout naturellement, nous allons enchaîner sur la partie graphique sur le WTI. Alors on peut commencer. Donc le pétrole, les points clés. Tout d'abord, il faut savoir que le brut, le WTI a atteint les 70 le baril, mais a reculé en raison probablement de prise de bénéfices. Il s'est ressaisi par la suite à la publication des stocks et on va prendre connaissance du rapport officiel aujourd'hui. Alors à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, il est 15h37, le mercredi, donc très bientôt, on va prendre connaissance du rapport du DOE. Alors le dernier rapport de l'EIA indique que le marché pétrolier sera à l'équilibre d'ici 2022 avec donc une production qui devrait suivre le rebond de la demande, un rebond qui s'est déjà amorcé. Alors en mai, les importations de pétrole brut en provenance de Chine ont été inférieures à 9 millions de barils par jour, à l'image de l'année 2019, soit près de 2 millions de barils par jour de moins qu'un an plus tôt, en 2020, lorsque la Chine a bénéficié de prix très bas pour les matières premières. Souvenez-vous, on en a parlé de la Chine qui avait très largement profité des matières premières très basses afin de constituer des réserves. Donc la Chine pourrait vouloir limiter la hausse des cours de l'or noir en cachant en quelque sorte sa demande réelle. D'ailleurs, Oil Price indique qu'en mai, la Chine a utilisé 280 000 barils par jour de ses réserves. Donc une Chine qui puise dans ses réserves afin de limiter ses importations pour ne pas booster les cours du pétrole. Des réserves qu'elle avait constituées à l'époque où les cours du pétrole étaient extrêmement bas. Et donc, bien entendu, vu l'opacité de la Chine, nous n'avons aucune donnée concernant ces réserves, les réserves de Chine, mais on estime donc que la Chine pourrait tenir très longtemps en limitant ses importations. Elle pourrait par exemple attendre que l'Iran soit de retour sur le marché pétrolier avec un pétrole bon marché. On notera également que Vitol souligne que les problèmes liés à une plus forte croissance de la production aux États-Unis signifient que l'OPEP+ contrôle désormais entièrement le marché de l'or noir. Alors, à noter qu'aux États-Unis, seule la moitié des appareils de forage sont en cours d'activité par rapport à la période pré-pandémique. Donc, on notera également qu'après le rétablissement partiel de la production, l'OPEP+ aura théoriquement environ 6 millions de barils de pétrole à fournir. Théoriquement, on va en parler également. On commence tout d'abord par ces prévisions de l'EIA que nous avons abordées en point clé. Donc, vous voyez ici, on atteindra l'équilibre. En bleu, on retrouve la production mondiale. En marron, on retrouve ici la consommation mondiale. Et donc, on arrivera à l'équilibre d'ici la fin 2022. On aura une production qui sera égale à la consommation. Ce sont des projections. Tout peut changer, bien entendu. Par exemple, un scénario catastrophe, s'il y avait un retour, un rebond pandémique après l'été et qu'il y avait de nouvelles mesures de confinement, ce scénario ne serait plus d'actualité. Pour l'heure, avec les données à disposition de l'EIA, l'équilibre devrait être atteint à la fin de 2022 sur le marché pétrolier. Donc à présent, on va s'intéresser aux importations en provenance de Chine. Vous voyez cette année, c'est ici en vert, on est nettement inférieur par rapport à 2020. Vous voyez, 2020, on était à des niveaux extrêmement élevés. C'était à l'époque où les cours du pétrole étaient très bas. Souvenez-vous, en avril, les contrats à terme sur pétrole étaient passés sous les zéros. On avait un pétrole négatif. Et donc, c'est à ce moment-là que la Chine en a profité pour faire l'acquisition d'énormément de barils de pétrole et pour les stocker tout simplement en réserve. On le voit, vous voyez, les importations, on est très largement en dessous. Effectivement, si la Chine continue de restreindre ses importations, cela pourrait limiter la hausse des cours.
car la Chine est un important consommateur de pétrole. Alors à présent, on va s'attaquer au marché des options, notamment les options d'achat, et on va s'intéresser aux options d'achat à un prix d'exercice sur le WTI à 100 dollars. Alors il faut savoir que le plus grand volume d'options d'achat sur les prix du pétrole brut se trouve au niveau justement à ce prix d'exercice de 100 dollars. Et donc, vous voyez, hein, c'est un niveau extrêmement élevé depuis début 2021. Et ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, cela stimule hein, comment dire, l'optimisme des opérateurs pétroliers. Et donc, la question est de savoir est-ce que le pétrole va franchir justement ce seuil des 100 dollars. On va le voir graphiquement. Alors, ça dépend partiellement, ça dépend même complètement de l'offre. La demande est forte à l'heure actuelle. Il y a des mesures de relance budgétaire qui sont principalement axées sur l'économie réelle. Ça devrait rester le cas prochainement. Et on notera également que sur la courbe des contrats à terme, sur le pétrole, il y a un backwardation. Donc les prix augmentent à mesure que les contrats arrivent à échéance. Hein. C'est ça un backwardation. Et donc l'offre reste un facteur imprévisible. Hein. Il faut savoir, on l'a dit en point clé, l'OPEP dispose d'une capacité de réserve de 6 millions de barils. Et il faut savoir également que les majors pétrolières, les grandes compagnies pétrolières sont confrontées à l'heure actuelle à une forte pression climatique, une pression sur leur modèle économique, car il y a tous ces efforts hein, concernant le climat, donc ils sont obligés de se métamorphoser et ils ne sont plus disposés à soutenir l'offre. Alors, maintenant, effectivement, on a encore une certaine marge de manœuvre à la hausse. On pourrait continuer à progresser, mais voir le pétrole à 100 dollars pour le moment, c'est trop tôt. Ce serait peut-être trop d'optimisme à ce stade. Alors, comme on dit, hein, ce qu'il faut pour le moment, c'est rester long sur le pétrole et être court duration, concrètement. Et on le voit hein, ici avec ce volume d'options d'achat à 100 dollars, hein, c'est assez impressionnant. Voilà d'un point de vue graphique, vous voyez les 100 dollars, on est encore très très loin des 100 dollars, on est vraiment à pas des années-lumière, mais il y a encore du chemin à parcourir. En revanche, d'un point de vue technique, nous l'avons dit, il y a une certaine marge de manœuvre à la hausse. On atteste ici ce signal Ishimoku, hein, on a franchi le nuage par un twist, c'est en mensuel, et on a une validation en cours. Vous voyez la Chikou-Span qui est en train de se dégager du nuage. Donc effectivement, on a encore la possibilité de progresser, mais de là à imaginer un cours, un baril du WTI à 100 dollars, c'est un peu trop tôt. Tout dépendra de l'offre, tout dépendra des pays membres de l'OPEP qui ont une capacité de réserve de 6 millions de barils, il ne faut pas l'oublier. On passe à présent sur l'or jaune, le gold, afin de compléter donc ce que nous avons dit en début de semaine lors du point hebdomadaire, lorsque nous avons fait un parallèle entre le Bitcoin et le gold. Les points clés, alors on a eu une réaction du métal jaune suite aux commentaires de Janet Yellen hein, concernant la politique budgétaire et monétaire aux États-Unis. Alors elle a souligné que Biden devrait accélérer son plan de dépenses de 4 000 milliards de dollars, même si l'inflation devait rester élevée l'année prochaine. Alors parallèlement, elle souligne qu'un environnement avec des taux d'intérêt légèrement plus élevés serait positif pour le marché, hein, on en avait parlé en Good Morning Market, mais cela a impacté le métal jaune qui a réagi négativement. Alors pour l'heure, le facteur clé que l'on attend de pied ferme, ce sera la réunion de la Réserve fédérale américaine, réunion du mois de juin, et au cours de cette réunion de la Fed, elle pourrait donc signaler un changement de sa politique monétaire. Plusieurs choses en vue, peut-être limitation de l'assouplissement quantitatif, éventuelle hausse des taux dans la période prévue. Donc, cette réunion de la Réserve fédérale américaine pour le mois de juin sera capitale pour le gold. Alors, on va s'intéresser ici à cette partie graphique. Hein. On retrouvera superposé les cours du gold et le T-Note, donc les cours du 10 ans américain. Alors, on a eu un mois mitigé pour le gold pour le moment. Un début de mois plutôt, et c'est à cause de ces commentaires de Janet Yellen et les éventuelles mesures hein, qui pourraient être prises par la Réserve fédérale américaine afin de freiner la hausse de l'inflation. Alors en revanche, par la suite, on a retrouvé des couleurs, on est allé chercher les 1900 dollars l'once, on se rapproche des records historiques de 2011. Vous voyez ici hein, ces records historiques de 2011, on est aux portes de ces records, c'est une résistance de taille, et donc si on venait à le franchir, si on venait à franchir cette résistance,
ce serait un réel signal haussier qui pourrait présager une poursuite, une accélération haussière. Donc prudence à ces records historiques de 2011. En cas de franchissement, ça devrait être reparti à la hausse. En revanche, si on venait à casser les 1890 $, et le retracement de Fibonacci que l'on retrouve ici, on le voit à 23,6%. Alors dans ce cas-là, ça laisserait présager une correction plus profonde à venir. Et donc, cela pourrait être engendré par une nouvelle baisse du T-Note. Donc une augmentation donc, des rendements obligataires, une augmentation du 10 ans américain pourrait être à l'origine d'un tel mouvement. Donc voilà pour le gold avec le T-Note, les prix du T-Note, et on a parlé également donc des rendements. On passe à présent sur le sucre, hein, c'est bien du sucre, je vous rassure. Alors tout d'abord, les points clés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a parlé hein, très largement lors des précédentes vidéos hebdomadaires sur les matières premières et les fondamentaux. On a deux facteurs qui soutiennent les cours du sucre. Tout d'abord, la hausse donc, du pétrole et le réal brésilien. Alors, le sucre consolide récemment et n'arrive pas à atteindre les sommets de court terme de la première moitié du mois de mai. Alors la hausse actuelle hein, des cours du sucre n'est pas seulement due à la situation sur le brut, et à l'utilisation du sucre pour la production d'éthanol. Souvenez-vous, on en avait parlé, on se tourne vers l'éthanol face au cours élevé du pétrole, mais également il y a un autre facteur fondamental, ce sont les limitations de l'offre de sucre au Brésil. Le Brésil qui est un très grand producteur de sucre, hein, d'où le lien entre cours du sucre et réal brésilien. Alors, il y aura une réduction donc visiblement de l'offre de sucre, pas seulement en provenance du Brésil, également en provenance de la Thaïlande, et donc une réduction à hauteur de 15 millions de tonnes, hein, selon des prévisions, mais Fitch est plus optimiste et s'attend à une baisse de production beaucoup moins importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prévisions également qui indiquent une nouvelle baisse des stocks dans le monde, bien que les stocks hein, restent historiquement très élevés. On va le voir. Donc ici, ce que l'on voit, ce sont les ending stocks, les stocks de clôture qui devraient continuer à diminuer. Mais vous voyez, on est tout de même sur des sommets, hein. On les trouve ici, les ending stocks en blanc. Et vous pouvez voir hein, que effectivement, cette baisse des stocks soutient les cours. Ici, on retrouve les cours du premier générique du futur hein, sur le sucre. Et donc, effectivement, une poursuite de la baisse des stocks ici en blanc. Qui est attendue, hein, étant donné donc les facteurs que nous avons énoncés, notamment une baisse de l'offre en provenance de la Thaïlande et en provenance surtout du Brésil. Ça devrait donc accélérer ou au moins permettre une poursuite de la baisse des stocks et donc soutenir les cours du sucre. Alors à présent, ce que l'on peut voir ici, ce sont les facteurs hein, qui jouent actuellement sur le sucre. Donc on a superposé les cours de l'USD-BRL, donc le dollar américain face au réal brésilien, en bleu, du sucre en vert et rouge, et le pétrole en jaune. Alors des cours du sucre qui sont élevés, soutenus, nous l'avons dit, par un réel brésilien qui est fort, hein. On atteste ici la courbe bleue, et les cours du pétrole hein, qui sont sur des sommets d'après la pandémie. Alors il faut noter tout de même que selon la saisonnalité, on pourrait arriver très prochainement à une zone de consolidation. Donc voilà pour le sucre. On passe à présent au maïs. On va parler fondamentaux du maïs également. Alors il y a bien entendu hein, ce qui favorise la hausse du maïs dans un premier temps, c'est la faiblesse du billet vert, mais aussi la hausse des cours du pétrole, hein. C'est pour ça que dès le début, je vous disais que le maïs et le sucre étaient étroitement liés, et donc des cours élevés du sucre et du pétrole soutiennent les cours du maïs, car le maïs est aussi utilisé dans la production de l'éthanol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réduction à l'heure actuelle, une réduction plutôt marquée des positions à l'achat, malgré les informations positives. Et donc on a des positions à l'achat qui se reconstituent petit à petit, un léger rebond que l'on va pouvoir constater graphiquement, un graphique hein, issu de Bloomberg. On est habitué à présent à ce genre de graphique. Alors on va parler de la qualité des récoltes à présent, des données issues de Bloomberg également. La qualité de récolte des récoltes de maïs et de soja aux États-Unis est inférieure hein, par rapport aux années précédentes, ce qui entraîne un rebond des cours.
On va le voir immédiatement, donc vous pouvez le voir ici. Nous avons donc une qualité qui est en baisse de 4%, qui a nettement diminué par rapport à la semaine précédente. Ici, c'est du weekly et qui est donc inférieure à celle d'il y a un an. Alors, ça pourra entraîner des problèmes de production, bien entendu, et donc une nouvelle pression à la hausse sur les cours, surtout si les importations de la Chine se maintiennent à des niveaux élevés. Donc la Chine, hein, décidément, qui devient un acteur incontournable sur les matières premières. Vous avez également les données, hein, pour d'autres matières premières agricoles, hein, le soja, le blé ici, le coton, le riz, et ainsi de suite. Alors, voilà les graphiques auxquels nous sommes habitués maintenant, hein. Donc, on a eu une réduction des positions à l'achat. Ici, vous retrouverez les longs, NCL, et les shorts, NCS. Donc, L pour long, S pour short. Donc, les shorts, les positions courtes à la vente sont en jaune, les positions longues sont en blanc. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y avait eu une réduction significative des positions longues, donc des positions à l'achat. Et il y a un léger rebond qui est en train de s'amorcer. Alors, est-ce qu'il va être confirmé? À voir. En tout cas, visiblement, il y a un rebond après une forte chute. Et on remarque, hein, que les positions à la vente sont inchangées, proches des plus bas, hein. Vous voyez, les plus bas sont à ce niveau-là. On y est pratiquement. Donc, d'un point de vue graphique, souvenez-vous de ce graphique, on en a parlé il y a un peu plus d'un mois, il y a 2 mois peut-être, hein. Bah écoutez, on est sorti de ce fameux nuage, mais décidément la Chicouspan n'y arrive toujours pas. C'est un graphique mensuel et donc nous avons une projection de Soda à 20, très exactement. Et donc en cas de validation du signal, si la Chikou parvenait à se désengager, pour cela il faudrait qu'elle se désengage du nuage et qu'elle franchisse cette oblique baissière qui relie les sommets de long terme, hein. Donc les sommets de 2010 et les sommets de 2016, il me semble. Donc le premier signal avait été donné lors du franchissement, ici, de cette oblique baissière. On a tenté une sortie de nuage, pullback sur l'oblique baissière, on rebondit et là on est définitivement sorti du nuage. Donc le signal d'achat Ishimoku a été donné après un signal purement technique qui était le franchissement de l'oblique baissière et on attend la validation par la Chicouspan. Ce serait un signal de long terme et là il y aurait effectivement une certaine marge, on aurait une grosse résistance tout de même à ce niveau-là. Donc voilà pour ce graphique sur le sucre, ce qui met un terme à notre vidéo matières premières et fondamentaux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi donc cette vidéo. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Demain, ce sera la séance la plus attendue de cette semaine. On prendra connaissance de l'IPC aux États-Unis, donc mesure de l'inflation. Croyez-moi que la Réserve fédérale américaine l'attend de pied ferme. Alors, je vous souhaite donc une excellente fin de journée et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.